Chers amis du musée des Yvelines, je suis très heureuse de vous retrouver euh, pour cette conférence en ligne par Zoom autour de la princesse Palatine, notre chère princesse Palatine, qui s'est endormie au musée des Yvelines depuis la fin du mois d'octobre et qu'on aimerait beaucoup réveiller, peut-être à l'animer en fonction des orientations qui nous seront données voilà, par le gouvernement. C'est une exposition extrêmement importante pour nous, qui nous a demandé beaucoup de travail, 2 ans à 2 ans et demi de travail, pour réunir toutes les collections, plus de 100 œuvres qui nous ont été prêtées par les plus grands musées de France, quelques œuvres qui proviennent de l'étranger et également plusieurs collections privées. Je vais essayer de vous présenter cette exposition à partir d'un document, sachant que j'espère beaucoup que vous pourrez venir voir les œuvres, car rien ne vaut la contemplation avec les œuvres d'art. C'est l'essence même d'un musée que d'accueillir ses visiteurs et de leur montrer des belles œuvres. Voilà, donc j'espère beaucoup vous recevoir au musée des Yvelines. Cette exposition, vous pouvez le remarquer, elle a été prolongée jusqu'au 27 juin, donc on aura la possibilité de la présenter normalement de la mi-mai à fin juin si les calendriers sont maintenus. Elle est prolongée et je tiens vraiment à remercier tous les prêteurs parce qu'on l'a quand même depuis le mois d'octobre, ce qui fait un long temps d'immobilisation des œuvres, mais qui nous laisse cette possibilité d'être avec vous. Je vais passer à la slide suivante. Donc, juste un tout petit mot pour vous tous. Alors, j'imagine que beaucoup connaissent déjà le musée des Yvelines, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, vous rappelez que le musée des Yvelines, il est situé à Saint-Cloud. Saint-Cloud, qui est donc une commune tout proche de Paris, située dans les Hauts-de-Seine. C'est un musée territorial, c'est important. On est le musée d'art et d'histoire de la ville de Saint-Cloud. On est donc soutenu et vraiment financé totalement par la ville de Saint-Cloud. Et c'est une volonté politique forte du maire de Saint-Cloud d'avoir un musée rayonnant, parlant de l'histoire et de l'art propre à la ville de Saint-Cloud. L'histoire de Saint-Cloud, elle est extrêmement importante. Elle remonte à Saint-Cloud-de-Hales dès le 5e siècle et elle va jusqu'à nos jours avec une grande histoire autour de son château dont on va reparler puisqu'il fut la résidence de Monsieur frère du roi Louis XIV, dont notre princesse Palatine est la seconde épouse, ce qui explique cette exposition sur la princesse Palatine au cœur même du musée des Yvelines. Alors, ce musée, il est situé dans une ancienne villa qui est une villa des années 30, extrêmement agréable, avec un jardin tout autour. Et c'est ce que l'on parle, on parle du pôle culturel des Yvelines, puisqu'on a également dans ce jardin une médiathèque et un conservatoire, ce qui permet de nombreux projets transversaux. Et cette villa Brunet est très intéressante d'un point de vue architectural. Elle a en particulier une rotonde tout à fait étonnante dont je vais vous montrer une photographie. Et nous avons reçu le label patrimoine d'intérêt régional pour la villa Brunet et son jardin. Le nom de la villa Brunet vient de son ancien propriétaire qui s'appelait Alfred Daniel Brunet et qui avait fait construire cette demeure en 1935 et qui devient musée à partir de 1988, en fait, demeure qui avait été rachetée à la fin des années 70 par la ville de Saint-Cloud en tant que réserve foncière et qui a été transformée en musée. Et donc, comme vous le voyez, notre musée est fermé pour le moment depuis le 30 octobre 2020. Alors voilà une vue du musée des Yvelines pour ceux qui ne connaissent pas. Une architecture tout à fait particulière avec cet atrium. À l'époque, Alfred Daniel Brunet parlait d'un atrium avec un décor à l'intérieur néo-pompéionien dans l'esprit de la Villa Kyrillos, beaucoup plus modestement, mais dans l'esprit, sachant qu'Alfred Daniel Brunet était proche de Monsieur Théodore Génac, qui avait fait construire la Villa Kyrillos à Beaulieu-sur-Mer. Et donc, il y a une certaine correspondance entre les deux demeures.
Voilà le centre, cet atrium que l'on appelle aujourd'hui la rotonde, avec en son centre une copie du faune dansant provenant. Donc cette copie est faite d'après le faune dansant qui a été réalisé, qui est conservé au musée archéologique de Naples et qui était dans la villa du faune à Pompéi. Et ce faune accueille les visiteurs et rappelle que cette demeure, pour Alfred Daniel Brunet, c'était une demeure de plaisir, de divertissement, avec des salles de réception au rez-de-chaussée et à l'étage des chambres. Et donc, on retrouve cet aspect de divertissement avec le plaisir d'être dans un musée où de nombreuses animations sont organisées de manière très régulière. Et vous pouvez apercevoir sur le sol, nous avons conservé la mosaïque d'origine avec les signes du zodiaque. Et également, on a restitué le décor en faux marbre, ces colonnes en faux marbre, noir veiné de blanc. On a fait un gros travail de restauration de la rotonde en s'appuyant sur des photographies originales et des documents d'époque, également des sondages pour retrouver l'esprit de la rotonde telle qu'elle était en 1935-1936. Voilà pour cette petite introduction brève sur le lieu dans lequel on se situe. Mais rentrons dans notre sujet, qui est donc l'exposition consacrée à la princesse Palatine. Cette exposition, j'ai souhaité l'appeler La plume et le soleil. Vous verrez tout de suite le lien. La plume, évidemment, parce qu'on connaît la princesse Palatine par les lettres de la princesse Palatine. Elle a écrit 60 000 lettres, ce qui est tout à fait considérable, 20 000 en français, 40 000 en allemand environ, et il en reste un dixième, ce qui en fait quand même un corpus extrêmement important. On dit qu'elle a été véritablement un témoignage irremplaçable sur le grand siècle et particulièrement sur la cour de Louis XIV, puisque en épousant Monsieur, frère du roi Louis XIV, elle devient Madame, seconde dame du royaume et bien évidemment se trouve en proximité immédiate avec le roi. Cette exposition, donc c'est ce que je vous disais en introduction, elle apparaît comme tout à fait légitime d'être au musée des Avelines, donc le musée d'art et d'histoire consacré à Saint-Cloud, puisque nos collections évoquent très largement l'histoire du château de Saint-Cloud. On parle de château sous Monsieur, sous Marie-Antoinette, sous les rois de la Restauration. On parle de palais sous Napoléon Ier et sous Napoléon III, tous ces grandes figures de l'histoire de France qui ont tant aimé Saint-Cloud et qui ont vécu des heures très heureuses dans ce site particulièrement préservé, à la fois très proche de la capitale, mais à la fois au grand air. Or, notre princesse Palatine disait que Saint-Cloud était le plus bel endroit au monde. Et lorsqu'il y a quelque temps, j'étais plongée dans les lettres de la princesse Palatine, je m'étais dit qu'un tel hommage ne pouvait que nous encourager à faire une exposition sur cette personnalité qui est mettant notre lieu, là où aujourd'hui nous vivons, même si le musée des Avelines, il est important de le signaler pour ceux qui ne connaissent pas, n'est pas situé sur le domaine national de Saint-Cloud. Nous travaillons beaucoup avec le domaine national de Saint-Cloud, mais nous sommes situés dans le jardin des Avelines, donc en tant que musée municipal. Alors, tout à fait à ma grande surprise, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'exposition, qu'il n'y avait pas eu d'exposition sur la princesse Palatine en France. Et donc, ça restait un sujet totalement nouveau. Et ça, évidemment, c'était une chance immense pour notre musée. Il y avait une exposition il y a quelques années à Heidelberg qui est sa patrie de naissance, on en reparlera, mais pas en France, c'est tout à fait étonnant. Et donc, grâce à l'aide d'Aurélie Châtenay-Caliste, à laquelle je veux vraiment rendre un hommage appuyé, parce que je ne me serais jamais lancée dans le sujet si je n'avais pas eu le soutien d'Aurélie Châtenay-Caliste, qui est maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université de Rennes 2 et qui s'est lancée avec moi dans l'aventure d'essayer de faire une exposition portrait de cette princesse que l'on méconnaît parfois, l'on la considère peut-être un peu rude, on sait sa passion de la chasse, mais on ne sait pas forcément son attrait pour la littérature, pour les collections, et voilà. Et donc, il y avait beaucoup de choses à raconter sur la princesse Palatine. Et à bras-le-corps, nous avons pris le sujet.
sachant qu'on a travaillé sur 2 axes. Tout d'abord, il a fallu trouver les objets qui puissent nous permettre de présenter la princesse Palatine, parce que vous savez qu'une exposition, c'est d'abord des objets, des œuvres d'art, et sans œuvres d'art, il n'y a pas d'exposition. Donc, on est allé à la recherche de tous ces objets dont je vais vous en présenter, de tous ces items dont je vais vous présenter une grande partie, mais pas l'ensemble, parce qu'il faut quand même laisser des éléments à découvrir dès qu'on réouvrira pour que vous puissiez venir avoir quelques surprises dans l'exposition. Et puis également, Aurélie Chapnicalis a fait un travail tout à fait considérable de coordination du catalogue d'exposition. Nous avons un catalogue d'exposition remarquable sur l'exposition sur la princesse Palatine. C'est notre plus gros catalogue avec de très nombreux jeunes chercheurs qui ont écrit des essais autour de la princesse Palatine et qui sont tout à fait intéressants. Et donc, ce catalogue, en attendant l'ouverture de l'exposition, vous pouvez le commander auprès du musée des Apellines. Nous en reparlerons à la fin de cette conférence. Voilà. Je tenais également à dire que cette exposition, elle n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de nos partenaires, en particulier la DRAC Île-de-France, qui est toujours très fidèlement à nos côtés, mais également la région Île-de-France et également l'association des Amis du musée, qui nous est extrêmement précieuse. Si vous voulez nous aider, vous pouvez adhérer à l'association des Amis du musée. Grâce à l'association, nous avons en particulier pu faire venir une œuvre dans les collections qu'on n'aurait pas pu faire venir. On était à la limite de nos budgets de transport. Et puis, je voudrais également faire un remerciement affilié à Le Floch, au commissaire-priseur Guillaume Le Floch, qui est basé à Saint-Cloud et qui nous soutient toujours pour nos expositions. L'exposition est en entrée libre, comme le musée. Alors, je vous propose qu'on parcourt ensemble les salles d'exposition. Nous sommes dans la première salle. Et la première salle, il y a 4 espaces dans l'exposition qui sont autour de 4 thématiques. La première thématique, c'est une princesse étrangère à la cour de France. Ça, c'est un élément tout à fait majeur pour comprendre notre princesse Palatine. Il ne faut pas oublier que notre princesse Palatine, c'est d'abord une princesse allemande. Vous apercevez sur ce premier mur 3 portraits très importants, 2 portraits qui proviennent de collections privées. Et là, je voudrais remercier un collectionneur tout à fait extraordinaire qui s'appelle Patrick Einstein et qui est tout à fait passionné par l'histoire de la princesse Palatine et a réuni de très nombreuses œuvres et qu'il a accepté de nous prêter pour l'exposition. Donc 2 portraits, le portrait de son grand-père, le grand-père de la princesse Palatine, Frédéric V de Prusse, et le portrait de sa grand-mère, Elisabeth Stuart, et puis le portrait donc le plus à droite, le portrait de son père, donc Charles Ier du Palatinat. Je vais revenir dessus, mais juste pour vous remettre dans le contexte, la princesse Palatine, elle naît en 1652 à Heidelberg. Heidelberg, c'est la capitale du Palatinat. Le Palatinat, c'est une région qui est composée autour de la Bavière et du Bas-Rhin, donc en Allemagne. Ce Palatinat, son grand-père, dont vous voyez ici le portrait, Frédéric V, était grand électeur du Palatinat. Les grands électeurs, c'était une fonction extrêmement importante puisque les grands électeurs, il y avait 7 grands électeurs, et c'était ceux qui élisaient l'empereur d'Allemagne et donc avaient un rôle extrêmement important de tout premier plan. Frédéric V a néanmoins perdu son Palatinat. En fait, il était protestant et il était devenu l'éphémère roi de Bohême. Et à cette occasion, les catholiques se sont soulevés contre cette nomination, et à la suite de la bataille de ce qu'on appelle la bataille de la Montagne Blanche qui a lieu en 1620, malheureusement Frédéric V
perd cette bataille. On est pendant la guerre de 30 ans et il perd par l'occasion son Palatinat. Et ça, c'est extrêmement important parce que tout l'attachement de la princesse Palatine à ces terres que son père va retrouver par la suite est sans doute lié à cette histoire assez tragique. Frédéric V est obligé de quitter donc son royaume et son cher château d'Heidelberg, qui était tout à fait important. Il doit se réfugier à La Haye auprès des princes d'Orange et il va être accueilli à La Haye où il va rester en exil. Son épouse, et là aussi c'est extrêmement important, c'est Elizabeth Stuart. Donc Elizabeth Stuart était la grand-mère de la princesse Palatine. On dit que c'était la perle d'Angleterre. Elle était donc la sœur du roi d'Angleterre. Donc évidemment, elle avait une place extrêmement importante et par le fait même, la princesse Palatine descend directement de la famille d'Angleterre et était tout à fait consciente, notre Elisabeth Charlotte, de l'importance de sa lignée familiale. Et donc, comme son époux, elle doit s'exiler à La Haye et ce n'est qu'en 1661 qu'elle pourra retourner en Angleterre, à Londres, où elle va mourir une année plus tard, en 1662. Voilà pour la famille de la princesse Palatine. Un petit mot sur Charles-Louis Ier. Charles-Louis Ier est donc comte-électeur palatin du Rhin et de Bavière. Il est donc le père d'Élisabeth Charlotte de Bavière. Il va récupérer le Palatinat suite au traité de Westphalie en 1648. Et il a donc passé une partie de son enfance en exil. Et lorsqu'il va retourner au Palatinat, il va s'efforcer de redonner toute sa grandeur à son État, développant fortement l'attrait économique de son État, que ce soit la ville de Mannheim ou en particulier Heidelberg. Et donc, la princesse, notre jeune princesse palatine, Elisabeth Charlotte, va naître à Heidelberg, puisque son père aura récupéré cet État en 1652, et elle va être extrêmement, extrêmement attachée au Palatinat, où elle va passer sa jeune enfance, sachant qu'à l'âge de 7 ans, elle va quitter Heidelberg. Alors, la mère de la princesse Palatine, donc l'épouse de Charles-Louis Ier, qui s'appelait Charlotte S. de Cassel, en fait, s'est séparée de son époux très peu de temps après la naissance d'Elisabeth Charlotte, ce qui va être une véritable blessure pour notre jeune princesse. Charles-Louis Ier du Palatinat va prendre pour maîtresse une suivante de son épouse, qui s'appelait Louise de Dagenfeld, et ensemble, ils vont avoir 13 enfants, ce qu'on appelle des rograves. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, la princesse Palatine, Elisabeth Charlotte, était extrêmement proche de ses demi-frères et demi-sœurs. Elle va d'ailleurs beaucoup correspondre avec eux une fois qu'elle va être installée à la cour de France, mais elle va toujours garder une certaine appréhension, voire même détestation, on pourrait dire, mais en tout cas refus de la bâtardise, qui va être vraiment quelque chose pour elle de très violent. Et lorsque son fils, le régent, va être contraint d'épouser, on en reparlera, la fille du roi Louis XIV et de la marquise de Montespan, donc quand même le fruit d'un double adultère, ça va être très, très, très difficile pour la princesse Palatine parce que ça lui fera ressortir une histoire familiale puisqu'elle-même aura connu cette situation, voilà, d'être à proximité de ses enfants qui n'étaient pas du premier lit, si l'on peut dire. Et donc, la princesse Elisabeth Charlotte va être envoyée chez sa tante, Sophie de Hanovre, parce que, voilà, pour être élevée,
Elle va d'ailleurs être très heureuse chez sa tante Sophie de Hanovre, qui avait pour secrétaire particulier Leibniz. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'elle va recevoir auprès de sa tante une culture extrêmement humaniste. Sa tante Sophie de Hanovre était donc une des sœurs de Charles-Louis Ier et elle va beaucoup s'attacher à cette petite fille qui arrive à 7 ans, un petit peu meurtrie par une histoire familiale compliquée, et elle va vraiment l'élever avec beaucoup de tolérance et beaucoup d'ouverture. Elisabeth Charlotte voyait également sa grand-mère, Elisabeth Stuart, avec qui elle était proche, et donc cette notion de cour européenne, d'ouverture sur l'Europe, était quelque chose qui va participer beaucoup à la formation intellectuelle de notre princesse. Et puis elle va revenir au château de Heidelberg à la demande de son père, sans doute pour être préparée au mariage. Et à 19 ans, elle va donc épouser en 1671, et nous allons beaucoup en parler, Monsieur, frère du roi Louis XIV. Ce portrait de Charles-Louis Ier du Palatinat, qui est de François-Albert Stimat, il est réalisé d'après le portrait de Van Dyck qui est conservé au Louvre, voilà, que je n'ai pas pu avoir en prêt, mais très gentiment à Versailles nous a proposé cette copie qui est fort belle, vous la verrez. Alors, nous continuons notre parcours dans le deuxième espace de cette exposition, et vous apercevez sur la première semelle, sur la gauche, 3 gravures. Une première gravure qui présente le Palatinat, et puis 2 gravures à proximité qui sont extrêmement intéressantes parce que la première vous présente, on va aller dessus, le château d'Heidelberg, et la deuxième, ensuite on en parlera, vous présentera l'incendie du château d'Heidelberg. Alors ce château d'Heidelberg, c'est donc le château dans lequel la princesse Palatine va vivre une partie de sa jeunesse. Elle l'aimait beaucoup. Pour elle, lorsqu'elle arrive en France et lorsqu'elle devient son pays d'adoption devient la France, et bien elle a toujours gardé une immense nostalgie par rapport au Palatinat. C'était pour elle une sorte de paradis perdu. Elle profitait de la campagne, elle avait une vue sur le Neckar qui était extrêmement belle, et d'ailleurs on s'est toujours interrogé sur son attachement par rapport à Saint-Cloud. Vous savez que le château de Saint-Cloud lui-même domine la Seine, donc domine un fleuve, et ici on est évidemment dans ce grand plan d'eau, dans ce grand fleuve qui accompagne le château d'Heidelberg. Donc il y avait peut-être une correspondance qui a pu toucher la princesse Palatine, en tout cas ce sentiment des grands espaces. Et donc elle aimait énormément ce château. Ce château, qui est le château de son enfance, malheureusement, et ça va être sans doute un des drames les plus importants de la vie de la princesse Palatine, à la demande du roi très chrétien, à la demande du roi Louis XIV, ce château va être totalement incendié en 1689, donc plusieurs années, longtemps après que la princesse Palatine se soit installée à la cour de France. Pourquoi le sac du Palatinat? On parle également d'une désolation du Palatinat. Pourquoi cet événement s'est-il produit alors que la princesse Palatine est dite proche du roi et à la cour? Et pourquoi la princesse Palatine n'a pas pu sauver ce château? Alors, tout vient de la succession de Charles-Louis Ier du Palatinat. Charles-Louis Ier, donc le père de la princesse Palatine, a souhaité fortement le mariage de sa fille avec Monsieur, frère du roi Louis XIV. En organisant ce mariage pour Charles-Louis Ier, il pense avoir le soutien du roi Louis XIV. Il ne peut imaginer évidemment que l'histoire se terminera de manière aussi tragique par l'incendie du château. Or, Charles-Louis Ier du Palatinat, s'il a eu 13 enfants avec Louise de Dagenfeld, n'a eu que 2 enfants avec son épouse officielle, donc Charlotte de Hesse.
et la princesse Palatine et un fils. Or, malheureusement, Charles-Louis Ier va mourir en 1680 et son fils, qui était le frère de la princesse Palatine, va mourir en 1685 sans descendance. La princesse Palatine apparaît alors comme pouvant revendiquer des droits sur le château d'Heidelberg. Son contrat de mariage, qui avait été fort mal ficelé, que l'on présente d'ailleurs dans l'exposition, et c'est vraiment un document extrêmement intéressant, qui vient de la Fondation Saint-Louis, des archives nationales, la Fondation Saint-Louis qui conserve les documents des Orléans. Son contrat de mariage était plein d'ambiguïtés, et le roi Louis XIV va profiter de son contrat de mariage pour estimer qu'il avait des droits moraux sur le Palatinat et que par le fait même, il pouvait revendiquer des terres. Évidemment, ce n'était pas la volonté du successeur de l'électeur palatin qui va reprendre le château, et un conflit va s'en suivre et le roi va décider d'incendier totalement le Palatinat et plus particulièrement le château d'Heidelberg. C'est une souffrance terrible pour la princesse Palatine, à qui l'on demande presque de se réjouir, puisque c'est pour la grandeur du roi, alors qu'elle voit son pays d'enfance disparaître dans les flammes. Elle en parle dans nombreuses de ses lettres. Je voulais vous en lire une. C'est une lettre qu'elle écrit le 20 mars 1689 de Versailles. « Dût-on m'ôter la vie ? Il m'est cependant impossible de ne pas regretter, de ne pas déplorer, d'être pour ainsi dire le prétexte de la perte de ma patrie. Je ne puis voir de sang-froid détruire d'un seul coup d'œil ce pauvre Mannheim, tout ce qui a coûté tant de soins et de peine au feu prince électeur mon père. Oui, quand je songe à tout ce qu'on y a fait sauter, cela me remplit d'une telle horreur que chaque nuit, aussitôt que je commence à m'endormir, il me semble être à Heidelberg ou à Mannheim et voir les ravages qu'on y a commis. Je me réveille alors en sursaut et je suis plus de 2 heures sans pouvoir me rendormir. » Donc voilà, vous imaginez l'immense peine de notre princesse Palatine qui ne retournera jamais en Allemagne après son mariage. De toute manière, ne voyagera pas après son mariage, restera à la cour de France. Voilà pour les origines de notre princesse, ce Palatinat extrêmement précieux pour elle. Alors, la princesse Palatine, on a parlé de sa tante Sophie de Hanovre, qui a été extrêmement précieuse pour elle, qui l'a élevée en grande partie. Elle a eu également 2 autres tantes qui ont joué un rôle important dans sa vie. Celle-ci, c'est donc Louise Hollandine du Palatinat, c'était donc une sœur de son père, Charles-Louis Ier du Palatinat. Et Louise Hollandine de Palatinat était, comme toute la famille, protestante. Néanmoins, elle découvre la foi catholique, sans doute par le peintre Van Honthorst, qui s'était rendu à Rome et qui avait donc découvert la foi catholique. Et elle décide d'abjurer le protestantisme pour devenir catholique. Elle quitte donc La Haye, elle s'enfuit et elle va se réfugier à la cour de France où elle va devenir abbesse de Maubuisson. C'est en quelque sorte une prise de guerre pour le roi Louis XIV. Et lorsque la princesse Palatine va devenir donc madame, seconde épouse de monsieur, frère du roi Louis XIV, donc duchesse d'Orléans, elle se rendra à de nombreuses reprises auprès de l'abbesse de Maubuisson, avec qui elle sera proche. Elle partageait le goût des arts et ça sera toujours une oreille bienveillante pour la princesse Palatine qui va souffrir, et on en reparlera, des cabales de la cour et qui trouvait auprès de l'abbesse de Maubuisson un certain calme. Si elle était proche de l'abbesse de Maubuisson, néanmoins, la princesse Palatine n'était pas du tout attirée par la vie de couvent. Et d'ailleurs, lorsque son époux, le duc d'Orléans, va mourir en 1701, elle va écrire « Je n'ai jamais songé à entrer dans un couvent. La vie monacale n'est pas de mon fait. » Donc voilà, elle allait voir volontiers cette tante qu'elle appréciait, mais sans du tout songer pour elle éventuellement à une vie monacale, comme c'était souvent le cas pour les veuves. Voilà
tante. Donc, on est toujours sur la famille de la princesse Palatine. Et puis, je voudrais vous parler maintenant d'une autre tante qui va jouer un rôle extrêmement important. C'est Anne de Gonzague de Clèves, qui va être l'élément majeur qui va participer qui va œuvrer pour le mariage de la princesse Palatine avec monsieur, donc de sa nièce. Vous apercevez donc sur la gauche le portrait de Louise Hollandine dont on a parlé. Et puis, de l'autre côté de la bannière, vous pouvez voir trois portraits, trois très, très jolis portraits. Le portrait de la comtesse, dite comtesse Palatine du Rhin, donc la princesse Palatine Anne de Gonzague de Clèves, qui avait le titre de la Palatine. Alors ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, vous êtes en présence de deux Palatines. La Palatine Anne de Gonzague de Clèves, qui avait épousé Édouard, qui était un frère de Charles-Louis Ier, donc un frère du père de la princesse Palatine, et donc par le fait même, elle a pris le titre, elle aussi, de princesse Palatine. Et puis notre Élisabeth Charlotte, princesse Palatine, dont vous apercevez un très joli portrait, donc le portrait qui est le plus sur la droite pour vous, d'après Largillière, qui est notre jeune princesse surnommée Liselotte, voilà, de ce joli petit surnom. Et puis entre les deux, vous apercevez un très joli portrait de monsieur frère du roi Louis XIV, donc duc d'Orléans, qui obtient ce titre de monsieur à la mort de Gaston d'Orléans en 1660, portrait qui a été peint par l'atelier ou peut-être par Charles Nocré et qui provient du domaine national de Saint-Cloud. Je vous propose qu'on s'arrête un petit peu sur ces trois portraits, mais juste avant de vous raconter pourquoi nous présentons ces portraits dans l'exposition, un petit tableau qui provient également du domaine national de Saint-Cloud, qui a été peint au XIXe siècle, mais qui revient sur la mort de Henriette d'Angleterre. Henriette d'Angleterre est donc la première épouse de monsieur, frère du roi Louis XIV, et Henriette d'Angleterre va décéder en 1670 au château de Saint-Cloud. Un décès, on a dit qu'elle avait pu être empoisonnée, mais il n'y a pas de preuves. C'est pas du tout. Voilà, elle est sans doute morte pour d'autres raisons, mais qui a été rendue célèbre par la célèbre ode funéraire qui a été faite par Bossuet. Et lorsque monsieur perd son épouse, très vite, il devient un parti extrêmement intéressant du fait évidemment de sa proximité avec le roi Louis XIV, étant le frère unique du roi. Il s'agit donc de remplacer Henriette d'Angleterre qui avait eu deux enfants avec monsieur, deux filles, et donc de trouver une nouvelle épouse pour monsieur. C'est la mission que va se donner Anne de Gonzague de Clèves. Anne de Gonzague de Clèves qui connaissait très peu sa nièce, elle l'avait rencontrée une seule fois, mais qui très rapidement se rend compte de l'immense atout que serait ce mariage qui permettrait de rapprocher la famille de son époux. Alors, elle est veuve à ce moment-là, Édouard du Palatinat est décédé, mais la famille de son époux, la famille de l'électeur de Bavière, avec la famille du roi Louis XIV. Or, Anne de Gonzague de Clèves, qui était une femme d'influence et qui était particulièrement douée pour tout ce qu'on pouvait appeler la diplomatie parallèle, était très proche de monsieur. Et lorsqu'elle apprend le décès d'Henriette d'Angleterre, elle est totalement effondrée. Elle l'écrit parce qu'elle est effondrée pour la peine de monsieur et très vite, elle retourne auprès de monsieur pour le soutenir. Elle était beaucoup plus âgée que monsieur, mais elle avait créé des liens de grande amitié parce qu'elle avait été proche de la mère de monsieur, Anne d'Autriche. Elle l'avait beaucoup soutenue du temps de la Régence. Et donc, une complicité s'était créée entre Anne de Gonzague de Clèves et Anne de Gonzague et monsieur. Et c'est elle qui, peu à peu, suggère, pourquoi pas, cette jeune Liselotte, Élisabeth Charlotte de Bavière, 19 ans, qui n'a pas de dot, qui n'est pas le meilleur parti pour monsieur,
mais qui néanmoins est dans toute la fraîcheur de sa jeunesse et qui aussi peut être un atout pour le roi Louis XIV. Et effectivement, très rapidement, le roi Louis XIV voit l'intérêt de ce mariage car il n'avait pas de très bonnes relations avec l'empereur et il se dit que s'allier l'électeur du Palatinat pourrait lui permettre de faire en quelque sorte une zone tampon entre la France et l'Empire et qu'il était toujours bon de se faire des alliances. Et donc, peu à peu, le mariage prend corps. Anne de Gonzague se rend à Heidelberg, parle beaucoup avec Charles-Louis Ier, donc le père d'Elisabeth Charlotte, pour essayer de mettre sur pied ce mariage. Il n'y a pas de dot, mais ça, il y a très peu de dot, mais ça, ce n'est pas un frein au mariage. Le frein, il est ailleurs. Ce qui peut empêcher le mariage, c'est la foi de Elisabeth Charlotte, puisque Elisabeth Charlotte est protestante. Et bien évidemment, pour épouser le frère de monsieur, il faut absolument à Elisabeth Charlotte abjurer le protestantisme et embrasser le catholicisme. Et ça, c'est un souci pour Charles-Louis Ier du Palatinat, qui ne veut pas imposer à sa fille cette conversion et donc demande à ce qu'il y ait un prêtre qui vienne et que le temps soit suffisamment donné pour que Elisabeth Charlotte découvre en quelque sorte les mystères de la foi catholique, et en tout cas que cela se fasse de manière apaisée. Et effectivement, un père va venir auprès d'Elisabeth Charlotte et va l'accompagner tout le trajet jusqu'à Metz en lui annonçant la bonne parole, et elle va abjurer en conscience. Alors on sait qu'elle est toujours restée très attachée à sa foi protestante et à sa religion protestante. Mais en tout cas, elle va abjurer à Metz en 1671, lors de son mariage par procuration. Non seulement elle va abjurer donc le protestantisme, embrasser le catholicisme et au même moment être baptisée et être confirmée, puis être mariée. Et cet acte est beaucoup l'œuvre de Anne de Gonzague de Clèves, qui va vraiment agir auprès de sa nièce pour l'accompagner dans cette démarche et également pour l'accompagner dans ses premiers pas autour de la cour de France. Et puis après, assez rapidement, elle va se retirer et la princesse palatine aura très peu de relations une fois en France avec Anne de Gonzague de Clèves et restera beaucoup plus proche de son autre tante, l'abbesse de Maubuisson. Je voulais vous dire un petit mot sur ce magnifique portrait. Ce portrait, il provient de la collection des princes de Salm. Il a été conservé donc dans la famille de Salm, puisque une des filles de Anne de Gonzague de Clèves a épousé un prince de Salm. Et il est conservé donc au château d'Anhalt en Allemagne. Et je voulais vraiment rendre grâce au prince de Salm qui très gentiment nous a accordé ce prêt alors qu'on a monté quand même cette exposition dans des conditions très difficiles puisqu'on était déjà dans des conditions de crise sanitaire assez compliquées. Et très gentiment, non seulement il a accepté le prêt, mais il a fait œuvre de mécénat puisqu'il nous a transporté à ses frais. Il a accepté de prendre le transport à ses frais du tableau à l'aller comme au retour pour qu'il puisse être présenté dans l'exposition. Et puis, je voudrais également rendre hommage à Jérôme Ferrenbach, qui est un clodoaldien et qui m'a beaucoup éclairé sur la personnalité de Anne de Gonzague et qui a d'ailleurs écrit un très bel article dans le catalogue de l'exposition. Voilà, donc personnage clé sur ce mariage qui a lieu donc en 1671.
Alors ici, vous avez un très joli portrait de Philippe de France, duc d'Orléans. Donc, selon Élodie Weiss, qui est la commissaire de l'exposition Rigaud, mais qui est conservateur à Versailles, mais qui travaille également beaucoup sur tous les peintres du XVIIe siècle. Il pourrait être de Charles Nocret, ou en tout cas certainement de l'atelier de Charles Nocret. Il a été peint vers les années 1660-1670. Donc, juste au moment, ou très peu de temps avant le mariage avec la princesse Palatine, c'est un très, très joli portrait de monsieur. Monsieur est une personnalité extrêmement attachante, sans doute une personnalité mal connue. Paul Michaud a écrit un livre extrêmement important sur les collections de monsieur, qui met en valeur les goûts artistiques très, très développés de monsieur, qui était en quelque sorte celui qui a su découvrir les talents. Il a été d'ailleurs portraituré par Hyacinthe Rigaud. Le portrait, malheureusement, est perdu, donc n'est pas présenté à l'exposition Hyacinthe Rigaud à Versailles, mais il a été un des premiers à être portraituré de la famille royale, à être portraituré par Rigaud. Il a fait venir Pierre Mignard, on en reparlera, à Saint-Cloud. Il a soutenu Charles Nocret. C'était un homme de très grand goût. On dit souvent que c'était l'homme le plus efféminé du royaume, et l'on garde souvent ce souvenir de ce goût de monsieur pour les rubans, les jolis vêtements, le maquillage, les parures, les bijoux. Mais il ne faut pas oublier que ce fut également un valeureux combattant, qu'il avait remporté la bataille de Cassel, qui avait quand même entraîné la chute de Guillaume d'Orange. Mais que sans doute cette bataille était peut-être trop glorieuse pour le roi Louis XIV, qui ne souhaitait pas d'ombre à son rayonnement, et qu'il a été fortement invité à plutôt se cantonner, ou en tout cas à s'épanouir dans son goût pour les collections et pour les beaux-arts. Monsieur était néanmoins un homme extrêmement sensible. Et au départ, avec la princesse Palatine, il y a eu une certaine complicité qui malheureusement va assez vite se dégrader. Mais le couple va quand même avoir 3 enfants, un fils aîné qui va décéder, puis 2 enfants, le duc de Chartres et la duchesse de Chartres, sachant que le duc de Chartres deviendra par la suite duc d'Orléans et régent, donc un destin tout à fait important. En 1658, donc avant le mariage de monsieur avec la Palatine, bien avant, monsieur va acquérir, grâce au roi Louis XIV, le château de Saint-Cloud, dans lequel on va en reparler. Il va développer tout son goût pour les arts, que ce soit les arts du jardin ou l'art décoratif, avec en particulier une œuvre tout à fait extraordinaire, la Galerie d'Apollon, dont je vous présenterai des vues tout à fait par la suite. Monsieur va rencontrer la princesse Palatine à Châlons, puisque le mariage s'est passé par procuration à Metz. Voici le portrait de la princesse Palatine, donc quelques années après son mariage, mais néanmoins assez fidèle à ce qu'elle devait être dans sa jeunesse. Lorsque monsieur rencontre la princesse Palatine, il est évidemment un peu étonné par cette jeune femme avec des mœurs très différentes, très allemandes, mais voilà, le début de ce mariage est plutôt apaisé. Malheureusement, très rapidement, les mignons de monsieur, ses favoris, le chevalier de Lorraine en particulier, mais pas seulement, vont provoquer de très nombreuses cabales contre la duchesse d'Orléans, qui va beaucoup souffrir de ces cabales et qui va parfois se replier et très vite donner beaucoup de son temps dans l'écriture, dans la correspondance, pour maintenir non seulement un lien avec sa famille, évidemment, mais également pour raconter ses maux et ses malheurs qu'elle connaîtra à la cour de France.
Là, nous sommes dans les années 1680. La princesse Palatine est coiffée de cette célèbre coiffure dite à la Fontange, cette coiffure en hauteur qui est encore raisonnable et qui va prendre des hauteurs beaucoup plus importantes sur d'autres portraits de femmes de la cour. Elle a une magnifique robe. La photo ne rend pas compte de la qualité du portrait. Elle porte évidemment le manteau aux fleurs de lysée. Elle est belle-sœur du roi Louis XIV, et vous voyez en bas les armes Wittelsbachs, donc de sa famille, et les armes des Orléans de part et d'autre dans ce portrait. Ce portrait est assez intéressant parce qu'il est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, avec cette fenêtre ouverte sur l'extérieur et ce grand vase avec cette plante, voilà. Ce portrait vous a été prêté par le Musée des Beaux-Arts de Nancy, que je remercie infiniment pour ce prêt. Le couple donc s'installe, et c'est le deuxième aspect dont je voudrais vous parler. Le couple donc s'installe à Versailles. Le couple a un appartement à Versailles, c'est extrêmement important. Le roi Louis XIV souhaite son frère juste à proximité, et donc il est installé à Versailles, d'abord dans le pavillon central, au cœur même du château. Et puis, après la mort de Marie-Thérèse, de la reine Marie-Thérèse, c'est le dauphin qui s'installe dans la partie centrale du château, et monsieur et madame s'installent dans l'aile du Midi, dans un grand appartement au premier étage, dans 2 appartements, un appartement pour monsieur et madame, puis ensuite madame aura l'ensemble des appartements. Et elle va beaucoup écrire de Versailles, c'était sa résidence principale. Saint-Cloud est en quelque sorte la résidence de monsieur et madame, mais la résidence, on pourrait dire, de villégiature, la résidence principale est Versailles. Nous attachons dans cette salle à présenter donc les différentes résidences royales et princières dans lesquelles la princesse Palatine avait des appartements. Il y en avait 4 principaux: Versailles, dont on a parlé, Marly, où elle avait également son appartement, on en reparlera, Marly, qui était en quelque sorte un petit Versailles, et puis donc le château de Saint-Cloud, le château bien aimé, tant apprécié, et nous allons en reparler, le Palais Royal, qui était sa résidence parisienne. Évidemment, c'était une princesse nomade. Elle suivait la cour là où la cour se rendait. Elle a donc écrit de Fontainebleau, de Saint-Germain-en-Laye, enfin de tous ces endroits où la cour pouvait se rendre, là où le roi allait, en particulier pour chasser. Vous avez ici donc un premier pan de mur avec différentes gravures qui vous présentent ces résidences bien aimées de la princesse Palatine. Et puis ici, un almanach extrêmement intéressant. Cet almanach, il témoigne de la rencontre du roi Louis XIV avec la princesse Palatine. Je vous ai dit que le mariage s'était passé à Metz. La rencontre entre monsieur et madame a lieu à Châlons, mais la rencontre entre le roi Louis XIV et la princesse Palatine, et vous voyez au premier plan le roi Louis XIV, à l'arrière monsieur et madame, le roi Louis XIV et donc la princesse Palatine. Cette rencontre, elle a lieu au château de Villers-Cotterêts, le château de Villers-Cotterêts dont on entend beaucoup parler, hein. Avec le projet actuel de restauration et ce projet de musée de la francophonie. Le château de Villers-Cotterêts faisait partie de l'apanage des Orléans, et c'est donc à cet endroit-là que le roi Louis XIV va découvrir sa nouvelle belle-sœur. Et le roi Louis XIV va être tout à fait séduit par la princesse Palatine. Il dira qu'elle dansait fort bien, et il va être tout à fait séduit par son bel esprit. Et dès cette époque, une complicité se crée entre le roi et la princesse Palatine. Peut-être que le roi va être également séduit par la princesse Palatine, car c'était une femme sincère, peu attachée aux apparences, contrairement à son époux qui aimait les parures et qui
qui aimait voilà, la représentation. Elle était relativement directe, et d'ailleurs ses lettres en témoignent, on en reparlera. Et peut-être que le fait qu'elle soit un petit peu différente des autres femmes de la cour a attiré la bienveillance du roi. En tout cas, dans les premières années, une réelle complicité va se créer entre le roi et la princesse palatine. Donc voilà cette première rencontre extrêmement importante. Vous avez ici un exemple d'une œuvre très intéressante. On ne connaît pas forcément ce qu'on appelait donc, les almanachs. Il y en a eu énormément et qui ont été réalisés pendant le règne du roi Louis XIV. 550 almanachs. Et ces almanachs, alors je vois le temps qui passe, je suis tout à fait effrayée parce que je ne vous ai pas du tout présenté toute l'exposition. Je vais essayer d'accélérer un peu et j'en m'en excuse. Donc ces almanachs étaient faits à la gloire des événements réalisés autour du roi Louis XIV. Et donc ici, l'almanach a été publié en 1672. Vous voyez qu'il s'accompagne d'un calendrier. Et sur cet almanach, on a représenté la princesse palatine auprès du roi Louis XIV. Et voilà ici le château de Marly. La princesse palatine écrivait à Marly, il n'y avait pas d'étiquette et tout courait pêle-mêle. Elle trouvait que c'était un peu relâché, l'étiquette, au château de Marly, et elle s'en plaignait. Voilà, elle trouvait que les femmes n'étaient pas forcément toujours vêtues du grand habit, qu'il y avait un certain relâchement dans les mœurs, mais néanmoins, elle était tout à fait séduite par la beauté de ce château dont je ne parlerai pas trop parce qu'on va vous proposer une conférence autour de ce château. Et puis le Palais Royal, qui était donc sa résidence parisienne, qu'elle aimait tant et qu'elle appréciait parce qu'elle lui permettait d'aller à la comédie et d'aller à l'opéra. Or, la princesse palatine partageait avec son époux ce goût pour l'opéra et pour la comédie française. Elle aimait beaucoup les pièces de Molière, elle aimait beaucoup Lully, voilà, et donc elle aimait passer du temps à Paris. Le Palais Royal devient réellement la propriété de monsieur, donc du duc d'Orléans, en 1692, au moment du mariage du duc de Chartres, donc du futur régent, avec la fille du roi Louis XIV et de la marquise de Montespan. Nous en reparlerons. Très joli petit portrait de la princesse palatine, 1677, on est très peu de temps après son mariage, et je voulais surtout vous faire remarquer, elle porte toujours le manteau fleur d'Élysée, bien évidemment, mais son regard vif. Elle savait, la princesse palatine, qu'elle était laide, en tout cas depuis toujours. On lui avait dit qu'elle n'était pas jolie et qu'en particulier, elle avait un nez de blaireau, c'est ce que disait d'elle son frère. Et donc très vite, elle avait appris à se détacher des apparences pour chercher à mettre en valeur ce qu'elle avait peut-être de meilleur en elle, qui était son esprit. Et je trouve que le peintre, donc c'est l'atelier de Pierre Mouniard, a su bien, dans ce regard, capter cet esprit de la princesse palatine. Et ici, un autre portrait de la princesse palatine extrêmement intéressant puisqu'il la représente, puisqu'il est représenté, donc c'est l'atelier de Louis-Ferdinand L, en habit de chasse. Il faut savoir que la princesse palatine disait qu'elle n'avait que deux vêtements, le grand habit et l'habit de chasse. Et je crois une chemise de nuit, une robe de nuit pour la nuit certainement. Mais c'est tout à fait révélateur. En fait, elle ne se présentait à la cour soit habillée en grand habit, et ce qui était digne de son rang, soit en habit de chasse, beaucoup plus commode pour pouvoir chasser en Amazone. Et vous remarquez là l'aspect quand même très masculin de ce portrait. Elle portait une grande perruque, voilà, tout à fait à la mode masculine, la main dans le gilet, une position qui va avoir quand même beaucoup de postérité. C'était Saint-Simon qui disait d'elle, je vous lis dans ses mémoires, Madame tenait en tout beaucoup plus de l'homme que de la femme. Elle était sauvage, toujours enfermée à écrire. Or, les courts temps de cours chez elle. Et donc, effectivement, elle tenait plus de l'homme que de la femme. Et cela provoquait vraiment un contraste avec son époux. Et parfois, elle recevait de nombreuses critiques pour cet aspect Amazone, qui lui était très souvent lié à sa personnalité. Dans l'exposition, vous remarquerez un film extrêmement intéressant, vous apercevez ici,
qui est une restitution du château de Saint-Cloud en 1701 à la mort de Monsieur, frère du roi Louis XIV. Et en particulier, ce film qui a été réalisé à partir de gravures, à partir donc de l'inventaire après décès de Monsieur, mais aussi à partir du fameux album Richebourg qui est conservé dans les collections du musée des Yvelines et qui nous permet de voir le palais de Saint-Cloud tel qu'il était sous le Second Empire. À partir de tous ces éléments et un travail de recherche tout à fait considérable, Philippe Le Pareux a réalisé un film qui restitue en 3D le château de Saint-Cloud sous Monsieur, avec des vues tout à fait saisissantes. Et donc, j'en ai choisi une qui est la galerie d'Apollon, cette fameuse galerie créée dans l'aile nord du château et dont les plafonds ont été peints par Pierre Mignard. C'était une œuvre extrêmement novatrice. Cette galerie, elle a été inaugurée par le roi en 1676, si ma mémoire est bonne, avant même la galerie des glaces à Versailles. Et le roi a été tout à fait ébloui par cette galerie. Et malheureusement, comme vous le savez, le palais de Saint-Cloud va être incendié en octobre 1870 par un obus français tiré du melon valérien, mais les Prussiens ne vont rien faire pour cesser, pour arrêter le feu. Et la galerie d'Apollon va disparaître dans les flammes. Il ne reste plus rien aujourd'hui de la fameuse voûte peinte par Pierre Mignard qui faisait l'admiration de tous les contemporains de Monsieur et de la princesse Palatine. Mais heureusement, il reste des gravures, les décors ont été gravés, en particulier par Poilly, par le graveur, donc ce graveur, et que ce soit les décors du Salon de Mars, puisque Pierre Mignard a œuvré dans le Salon de Mars, ou de la galerie d'Apollon. Et également, le Louvre conserve plusieurs dessins préparatoires, 4 dessins préparatoires de Pierre Mignard, de Pierre Mignard pour la réalisation de la voûte de la galerie d'Apollon, que vous pourrez découvrir. Un de ces dessins nous a été très, très gentiment prêté par le musée du Louvre, que vous pourrez découvrir. Un tout petit mot sur le château de Saint-Cloud, c'est important. À l'origine, Monsieur, il avait fait construire simplement une petite maison des champs que vous apercevez ici, qui était à la place de l'ancien château de Bondy, qui remonte à la Renaissance. Et donc, il avait aménagé un château tout à fait simple, une seule aile, avec un grand escalier qui permettait d'accéder aux appartements, des appartements au premier étage où se trouvait donc de la princesse Palatine, donc tout d'abord d'Henriette d'Angleterre, puis de la princesse Palatine. On est en 1671, au moment de son mariage avec la princesse Palatine. Et la naissance des 2 enfants supplémentaires, donc le duc de Chartres et la duchesse de Chartres, vont pousser le monsieur à agrandir son château, et il va demander à l'architecte Girard, d'abord à l'architecte Lepaute, puis à l'architecte Girard, d'agrandir très fortement le château de Saint-Cloud, qui va prendre cette forme en U, que vous connaissez si bien, et qui va donc être réalisé dans les années 1670-1680. Et cette forme en U, en fait, cette première, la façade complètement sur la droite, c'était la façade originale, ce qu'on appelle aujourd'hui l'aile du Midi ou l'aile du fer à cheval, donnant sur le bassin du fer à cheval. Et l'aile centrale et l'aile du Nord ont donc été rajoutées, et c'est dans l'aile du Nord que se trouvait la galerie d'Apollon. Vous pourrez remarquer également la grande cascade très admirée par la princesse Palatine et qui était une œuvre de Lepôtre, œuvre extrêmement importante, voulue par Monsieur. Quant au jardin, ils avaient été dessinés par André Le Nôtre. Or, si aujourd'hui le château n'existe plus, vous pouvez toujours découvrir la grande cascade qui est toujours là, de même que les jardins dessinés par André Le Nôtre. Et dans l'exposition, nous présentons un mascaron de la grande cascade, mascaron conservé actuellement dans la conservation du domaine national de Saint-Cloud, puisque malheureusement, dans les années 1990, un certain nombre de mascarons ont été volés, et donc il a été décidé de remplacer les mascarons originaux par des copies et de conserver les mascarons originaux à l'abri. Vous avez ici un très grand tableau tout à fait étonnant qui est de David de Haene et qui est sur le supplice de Prométhée, et qui est en fait un tableau qui provient du château d'Heidelberg
et qui a été installée par la princesse Palatine à Saint-Cloud, dans son château de Saint-Cloud. C'est en quelque sorte une volonté de la princesse Palatine de garder un lien avec le château d'Heidelberg. Lorsque son père meurt, puis son frère meurt, elle hérite d'un certain nombre d'art décoratif, de tableaux, dont ce tableau conservé aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Tours, extrêmement important et qui nous a été, dont le transport a pu être réalisé grâce au soutien des amis du musée des Yvelines, que je remercie encore pour leur aide. Et puis, un mot sur ce portrait de la princesse Palatine par Jean-Pierre Franck, qui est en fait extrêmement amusant, parce que ce portrait, vous le voyez ici sur une vue de l'album Richebourg, qui est donc un portrait qui avait été réalisé au XIXe siècle, d'après un portrait de Mignard, peint donc à l'époque de la princesse Palatine, où la princesse Palatine était représentée avec ses 2 enfants. Et Jean-Pierre Franck, à la demande de Louis-Philippe, réalise dans les années 1838-1840 pour le château de Saint-Cloud, n'oubliez pas que Louis-Philippe est un descendant de la famille d'Orléans, réalise pour le château de Saint-Cloud ce portrait d'après Mignard, mais en ne conservant que la figure centrale de la princesse Palatine dans un ovale, et Louis-Philippe fait installer ce portrait dans ce qu'on appelle la chambre rouge du château de Saint-Cloud. Or, l'année dernière, lorsque j'avais fait une exposition sur les derniers feux du palais de Saint-Cloud, j'avais vu sur l'album Richebourg ce portrait. Ce portrait, nous avons pu suivre sa trace. Il n'a pas été incendié lorsque le palais de Saint-Cloud a brûlé. Il a été conservé au Louvre, puis déposé au musée de Châteauroux. Et le musée de Châteauroux, qui est désormais propriétaire d'ailleurs de ce portrait, a accepté de nous prêter pour l'exposition et même de le déposer au musée des Yvelines. Et en échange, nous avons fait restaurer ce portrait. Donc, en quelque sorte, c'est un portrait de la Palatine qui revient à Saint-Cloud après avoir eu une histoire un petit peu tourmentée. Très, très joli portrait qui restera donc pour 5 ans au musée des Yvelines. Et puis ici, une restitution par Philippe Lepareux du cabinet de travail de la princesse Palatine, qui m'entraîne maintenant dans le cabinet de travail de la princesse Palatine, 3e espace de notre exposition, où nous présentons là des lettres originales de la princesse Palatine, mais également son goût pour les belles lettres, pour les collections et également pour les ouvrages, et en particulier les ouvrages autour des récits de voyage. Nous allons en parler. Alors, avant même de parler des lettres de la princesse Palatine, je remercie beaucoup le musée de la Poste de nous avoir prêté quelques petits objets montrant comment l'on transportait les lettres. Les lettres étaient donc transportées par la Poste. Le système de la Poste, qui était une ferme, avait été complètement remis sur pied par Louvois, par le ministre Louvois. Et donc, c'était vraiment un système tout à fait performant qui permettait la circulation du courrier. La princesse Palatine plaçait son courrier soit dans des petits étuis qui étaient portés à la Poste, puis ensuite transportés de relais en relais jusqu'à ses destinataires, qui pouvaient être des destinataires dans l'Europe entière. Et la princesse Palatine pouvait également utiliser des petits coffrets de messages, comme vous pouvez voir ici, avec parfois même des tiroirs secrets pour essayer de cacher certaines lettres. Alors pourquoi? Vous savez que Louvois avait mis en place ce qu'on appelait le cabinet noir, ou le cabinet du dedans, qui faisait que la princesse Palatine savait pertinemment qu'une grande partie, ou quasiment tout son courrier, était lu par Louvois et sans doute rapporté à la cour de France, et en particulier à Louis XIV. Or, vous savez que la princesse Palatine avait une plume très acérée, n'hésitait pas à parler de manière extrêmement spontanée et parfois même de manière relativement crue. Elle n'aimait pas du tout Madame de Maintenon et cette favorite du roi Louis XIV, et elle n'hésitait pas à dire d'elle la vieille. La vieille, j'ose pas dire les termes les plus... la vieille guenon, la vieille ripo. Enfin voilà, c'était vraiment des termes qui pouvaient être relativement injurieux. Et évidemment, ces courriers qui étaient lus, elle parlait pour le duc du Maine du méchant boiteux,
qui était quand même le fils du roi Louis XIV, ne plaisait pas totalement au roi ni à Madame de Maintenon, et ont pu expliquer une certaine distance entre le roi et la princesse Palatine. Elle écrit d'ailleurs dans une de ses lettres: je ne saurais confier à la plume la cause de mon chagrin, car je sais à n'en douter que l'on ouvre et lit mes lettres. Donc, ça ne l'empêchait pas quand même de témoigner parfois de manière extrêmement sincère de ce qu'elle pouvait ressentir, mais il ne faut pas oublier que son courrier était lu et qu'elle le savait. Elle s'en plaignait d'ailleurs parfois parce que le courrier qu'elle recevait était également lu et que parfois les feuillets n'étaient pas remis dans le bon ordre, ce qui lui faisait perdre beaucoup de temps pour remettre tous les feuillets pour pouvoir lire la correspondance qu'elle recevait. En regard de la princesse Palatine, bien évidemment, un portrait de la marquise de Sévigné, grande épistolière de la même époque, qui s'est mise à écrire à sa fille, la comtesse de Grignan, exactement en 1671, exactement au moment du mariage de la princesse Palatine avec monsieur. Elles se sont donc mises à écrire à la même époque et toutes les deux pour garder un lien avec des personnes chères. Madame de Grignan avec sa fille, la princesse Palatine, tout d'abord avec la duchesse de Hanovre qui l'avait élevée, mais également avec les Raugraves, ses demi-frères et sœurs auxquels elle était très attachée, mais également la princesse de Galles, elle écrivait à Leibniz, voilà, et puis à ses proches de la cour de France avec qui elle était devenue proche, telle que sa dame d'honneur par exemple. Et donc, ce double parallèle de ces deux épistolières est quand même extrêmement intéressant. La princesse Palatine, ici vous avez une gravure où on la voit en train de chasser. Elle est donc en tenue d'Amazone avec sa cravache. Et il faut vous rappeler que lorsqu'elle arrive à la cour de France, elle ne sait pas monter à cheval. Elle apprend à la cour de France, elle monte extrêmement bien à cheval. Elle n'a pas froid aux yeux et elle chasse donc avec le roi à cheval, tout proche du roi, tandis que les autres femmes de la cour suivent la chasse en calèche, ce qui crée évidemment cette très grande proximité avec le roi. Alors voilà quelques-unes de l'exposition. Je voulais vous présenter cet album tout à fait extraordinaire, qui est un album qui raconte un atlas historique qui raconte le monde, réalisé par Monsieur Gutteville et Monsieur de Linière au XVIIe siècle. Et un atlas en 7 volumes qui faisait partie de la collection de la princesse Palatine, qui est aux armes de la princesse Palatine, qui est conservé à la bibliothèque du Sénat. Et je remercie vraiment la bibliothèque du Sénat pour ce prêt tout à fait prestigieux et qui montre combien la princesse Palatine s'intéressait au monde qui l'entourait, à la géographie, mais également aux mœurs. Et si elle ne voyageait pas, elle voyageait au sein de son cabinet de travail où elle avait vraiment des collections extrêmement intéressantes, en particulier autour des récits de voyage et des atlas, qui témoignent de sa très, très grande curiosité. Alors, voilà une lettre de la princesse Palatine. Donc, je vous ai dit que la princesse Palatine, elle écrivait beaucoup, elle passait l'essentiel de son temps à écrire une correspondance, on estime, son biographe estime à plus de 60 000 lettres, dont 20 000 lettres en français, 40 000 lettres en allemand. Les premières publications datent de la fin du XVIIIe siècle, mais pour véritablement avoir une publication de ces lettres en français, en France, il faut attendre le milieu du XIXe siècle, qui fait qu'il y a une redécouverte de la personnalité d'Elisabeth Charlotte à cette époque, en particulier par Sainte-Beuve, qui va beaucoup s'intéresser à Elisabeth Charlotte. Vous pouvez remarquer cette écriture affirmée, cette signature tout à fait lisible, dynamique, caractéristique. Nous avons donc des lettres originales de la princesse Palatine, à la fois prêtées par Patrick Einstein, dont je vous ai déjà parlé, ce merveilleux collectionneur tout à fait passionné par la princesse Palatine. Et puis, nous avons également des lettres de la Bibliothèque nationale extrêmement intéressantes. Nous présentons à la fois des lettres en français et des lettres en allemand, écrites de différentes résidences. Celle-ci a été écrite de Marly. Saint-Simon, toujours dans ses mémoires, qui a bien connu la princesse Palatine, écrivait: elle aimait tellement écrire à ses parents et à ses amis qu'elle y passait sa vie.
Et effectivement, c'était son occupation principale. Son biographe toujours disait d'elle qu'elle avait écrit un océan d'encre. Voilà, c'est tout à fait révélateur. Ces lettres pouvaient être longues, parfois 20 à 30 feuillets, il faut vraiment imaginer ces lettres comme une conversation qu'elle maintenait avec ses proches. Et donc, certaines de ces lettres pouvaient être extrêmement familières, simplement raconter les petites aventures de la cour. Dans une de ces lettres, par exemple, elle raconte une chute de cheval où le roi était tout à fait terrorisé de l'avoir tombé et s'était précipité auprès d'elle, avait fait marche arrière pour venir prendre de ses nouvelles. Dans d'autres lettres, elle peut raconter des événements politiques qui se sont passés à la cour de France, comme par exemple la venue de l'ambassade de Siam, qui a été un événement extrêmement important, mais avec son regard et toujours avec une certaine pointe d'humour. Elle n'était pas du tout au fait des secrets politiques et d'ailleurs, elle était toujours étonnée que ces lettres soient lues parce qu'elle apprenait les événements comme la cour. Voilà, elle n'était pas du tout dans le secret des dieux. Mais néanmoins, elle savait être parfaitement la romancière, ou en tout cas, elle savait raconter ces différents événements avec cette plume extrêmement vive, parfois un peu difficile, un peu drue, un peu crue, mais qui la rendait très, très, très attachante et très sincère. Je vois le temps qui passe. Donc, après avoir parlé de sa correspondance, et d'ailleurs, elle disait aussi, pour juste revenir sur ses lettres, elle disait « Vous avez raison de croire que j'écris comme je parle. Je suis trop franche pour écrire autrement que je ne pense. » Donc voilà, une très, très grande sincérité dans ses lettres. Nous rentrons dans le dernier espace d'exposition et je m'excuse encore, je vais vraiment essayer de vous emmener dans ce dernier espace voilà, assez rapidement. Vous avez d'abord un premier tableau extrêmement important et si vous vous souvenez du tableau que je vous ai présenté de Jean-Pierre Franck, cet ovale qui avait été peint pour le château de Saint-Cloud au XIXe siècle, vous apercevez ici un autre très, très joli portrait de la princesse Palatine avec ses deux enfants, peint par le peintre Murat, qui est un peintre du XIXe siècle, donc un portrait qui a été réalisé également à l'époque de Louis-Philippe, d'après les fameux portraits de Mignard, qui aujourd'hui est conservé à Windsor, en Angleterre, qui est dans les collections royales britanniques et que je n'ai pas pu faire venir, mais c'est donc une copie du XIXe siècle qui est néanmoins de très, très grande qualité et qui nous a été prêtée par le château de Versailles, restauré à l'occasion, où on voit la princesse Palatine avec ses deux enfants. Donc, je vous ai dit qu'elle avait eu 3 enfants, mais l'aîné décède, ce qui va la rendre extrêmement triste. Et elle a donc deux enfants, un fils, le duc de Chartres, et une petite fille, la duchesse de Chartres. Ces deux enfants dont nous allons parler maintenant, puisque nous sommes dans le dernier espace d'exposition qui s'attache à montrer des portraits des personnes qu'elle va côtoyer à la cour auprès du roi Louis XIV. Et tout d'abord, sa famille proche. Vous avez donc à côté d'elle le portrait de sa belle-fille, donc la fille d'Henriette d'Angleterre, et de monsieur, sa belle-fille qui s'appelait Marie-Louise d'Orléans et qui va devenir reine d'Espagne. C'est un très joli portrait qui a été réalisé, on ne se connaît pas l'artiste, un anonyme français du XVIIe siècle. Et il faut savoir que la princesse Palatine était très proche de ses deux belles-filles qui étaient toutes jeunes quand elle arrive et qu'elle devient donc duchesse d'Orléans. Elle va les élever et avec monsieur, ils vont être très sensibles à l'importance des mariages de ces deux jeunes filles auxquelles le roi va également apporter beaucoup de soins. Et donc, le roi Louis XIV va souhaiter que l'aîné épouse le roi d'Espagne. Malheureusement, ce sera un mariage fort malheureux et cette jolie Marie-Louise qui est partie pleine d'entrain et qui était tout à fait ravissante, va mourir 10 ans après son mariage et va connaître une vie de cour à Madrid relativement triste.
Autre portrait extrêmement intéressant, c'est le portrait d'Élisabeth Charlotte. Alors, je suis désolée, Élisabeth Charlotte donne naissance à une petite fille qui va être nommée également Élisabeth Charlotte, ce qui rend parfois les choses un petit peu compliquées. Et Élisabeth Charlotte va épouser le duc de Lorraine, elle va donc devenir duchesse de Lorraine, mariage qui va être un mariage heureux, et ça, il faut le signaler. Elle va donc vivre en Lorraine, et plus particulièrement au château de Lunéville, qui lui rend hommage. Ce portrait, il est peint d'après l'atelier de Pierre Goubert, et regardez bien sa robe et son manteau fleur-de-lysée, parce que vous le retrouverez exactement la même robe sur un autre portrait, toujours de Pierre Goubert, mais qui représente la future duchesse d'Orléans. Et c'était tout à fait caractéristique. Les peintres, très souvent, réutilisaient les mêmes costumes et ne changeaient que les visages pour gagner du temps, et ainsi les portraits étaient moins onéreux. Voilà pour notre duchesse de Lorraine. La princesse Palatine a beaucoup correspondu avec sa fille, comme la marquise de Sévignan l'avait fait avec sa fille. Et elle a revu très peu de fois sa fille, et en particulier une dernière fois, peu de temps avant de mourir. On en reparlera lors du sacre du petit roi Louis XV. Alors, on continue et on arrive sur les derniers espaces de l'exposition. Vous avez sur la gauche un portrait de la duchesse de Ventadour. La duchesse de Ventadour, qui s'appelait Charlotte de la Motte de Houdancourt, est un personnage très important pour la princesse Palatine, parce qu'elle était la dame d'honneur de la princesse Palatine. Vous savez que madame avait le droit à sa maison en tant que seconde dame du royaume, et donc elle avait des dames d'honneur, des demoiselles d'honneur. D'ailleurs, le roi Louis XIV très souvent chassait, entre guillemets, dans les demoiselles d'honneur de la princesse Palatine pour en faire ses favorites, telles que Mademoiselle de Fontanges, qui a été une demoiselle d'honneur de la princesse Palatine. Et la duchesse de Pompadour est toujours restée très proche de la princesse Palatine, même si ensuite elle va quitter la maison de la princesse Palatine pour être la gouvernante du petit Louis XV. Donc elle va jouer un rôle très important autour du petit Louis XV. Très joli portrait prêté par le château de Versailles. Et puis, il nous faut évidemment parler du duc de Chartres qui devient donc duc d'Orléans à la mort de Monsieur. Donc Monsieur meurt en 1701, l'époux de la princesse Palatine. Lorsqu'il meurt, la princesse Palatine est très triste malgré les différents qu'ont connu le couple. Elle est tout à fait affligée par la mort de Monsieur. Elle sait en plus que une situation de veuvage n'est pas une situation très favorable pour une femme. Mais son fils, le duc d'Orléans, va toujours rester extrêmement proche de sa mère, va venir lui rendre visite régulièrement à Saint-Cloud où elle peut rester, également au palais royal, et va voilà, lui rendre hommage. Une complicité existait entre le duc d'Orléans et madame. Et bien évidemment, lorsque le duc d'Orléans va devenir régent de France à la mort du roi Louis XIV, le prestige de madame ne va faire que de se renforcer, puisqu'elle devient la mère du régent, ce qui lui donnait une place tout à fait primordiale à la cour de France. Ici, vous avez un très joli portrait du régent, tout à fait étonnant, qui nous a été prêté par le Mobilier National. Et il est tout à fait étonnant parce que c'est ce qu'on appelle des portraits en tapisserie. Vous remarquerez que c'est un portrait qui a été tissé à la manufacture des Gobelins au XVIIIe siècle, d'après un portrait de Jean-Baptiste Santerre. Et les portraits en tapisserie, même s'ils étaient, ils existaient bien évidemment au XVIIIe siècle, restent relativement rares. Et dans notre exposition, ça nous semblait tout à fait pertinent de présenter différentes manières de montrer les portraits. Donc, vous avez des portraits peints, vous avez des portraits gravés, mais vous avez également des portraits en tapisserie. C'est ici un très, très joli exemple. La princesse Palatine va vivre un affront terrible. C'est le mariage en 1680.
Alors, j'espère ne pas dire de bêtises. Tout d'un coup, j'ai un trou sur la date du mariage, mais ça va me revenir. Mais en tout cas, la princesse Palatine le régent a épousé à l'époque de Louis XIV, en 1692, maintenant ça y est, ça me revient, épouse en 1692 Mademoiselle de Blois, qui, je vais vous présenter son portrait que vous voyez ici, un portrait donc peint à nouveau par Pierre Gobert. Et si vous vous souvenez, par rapport au portrait de la duchesse de Lorraine, vous retrouvez exactement la robe et le manteau fleur de lysée. Seul le visage change. Cette seconde Mademoiselle de Blois est donc la fille de Madame de Montespan et du roi Louis XIV. Elle est donc le fruit d'un double adultère, et c'est le roi Louis XIV qui exige de monsieur et de la princesse Palatine que le duc d'Orléans, à l'époque duc de Chartres, donc le fils de monsieur et de la princesse Palatine, épouse cette seconde Mademoiselle de Blois. Pour la princesse Palatine, c'est vraiment la mésalliance dans toute sa splendeur. Elle est extrêmement offusquée de ce mariage. Elle le dit à corps et à cri. Elle l'écrit également, et je vais vous en lire un témoignage. Mais non seulement elle l'écrit, mais elle le manifeste, puisque Saint-Simon raconte qu'à la cour, à Versailles, elle va mettre un soufflet monumental à son fils qui a accepté ce mariage, mais qui en réalité n'avait pas vraiment le choix. Le couple ne va pas être un couple heureux. Le duc de Chartres, qui deviendra donc duc d'Orléans à la mort de son père, parlait de sa femme en disant que c'était Lucifer, ce qui laisse tout attire. Il va énormément la tromper. Il avait une vie assez débauchée, voilà. Et la princesse Palatine n'était pas non plus très attachée à sa belle-fille, qu'elle va beaucoup critiquer. Heureusement, le roi Louis XIV avait un double projet matrimonial, si l'on peut dire. Il voulait marier le duc de Chartres avec sa fille, seconde Mademoiselle de Blois, mais il voulait également marier un autre bâtard, le duc du Maine, donc également enfant de la marquise de Montespan et du roi Louis XIV, avec Mademoiselle de Chartres, avec la fille de la princesse Palatine. Et ça, heureusement, ce mariage n'a pas lieu, puisque le duc du Maine va épouser une jeune fille de la famille Condé, ce qui va permettre à notre duchesse de Chartres d'épouser le duc de Lorraine et d'être certainement beaucoup plus heureuse. Alors voilà ce qu'écrit la princesse Palatine à propos de ces mésalliances qui vont vraiment beaucoup la marquer. Quant à ma belle-fille, alors attendez. Alors cette lettre, elle est écrite le 5 mars 1692 de Paris. Grâce soit rendue à Dieu. Le mariage de Monsieur Dumaine est une affaire faite, et enfin ce poids m'est ôté du cœur. Je crois qu'on a dû rapporter à la vieille ordure du roi, Madame de Maintenon, ce que disait le peuple de Paris, et que cela lui aura fait peur. Les gens du peuple disaient très haut que ce serait une honte si le roi donnait sa bâtarde à un prince légitime de sa famille, que cependant, comme mon fils donnerait le rang à sa femme, il laisserait faire ce mariage, quoiqu'à contre-cœur. Mais que si la vieille femme, donc c'est toujours Madame de Maintenon, s'avisait de donner ma fille à Monsieur Dumaine, ils étrangleraient celui-ci avant que le mariage ne fût consommé et que la vieille femme, qu'ils appellent encore sa gouvernante, ne serait pas en sûreté. Donc, vous voyez, elle y allait quand même de manière très franche dans sa correspondance. Et puis, pour terminer, il me fallait bien évidemment vous présenter un portrait du roi Louis XIV, portrait qui m'a été également prêté par le musée de Versailles, portrait tout à fait intéressant du roi Louis XIV, où on retrouve ce regard hautain, et puis à l'arrière, l'emblème du soleil, qui lui était bien évidemment cet emblème attribué. La princesse Palatine avait une immense admiration pour le roi,
Et même s'ils ont eu des différends en particulier autour du mariage, vous l'avez bien compris, du duc de Chartres, mais aussi à cause du sac du Palatinat, elle va toujours garder une admiration pour ce grand roi. Et d'ailleurs, lorsque le roi tombe malade, elle écrit simplement « Le roi n'est pas bien, hélas », alors que le roi est sur le point de mourir. Voilà. Et donc, il y a quand même une grande permanence de sentiments de la princesse Palatine pour le roi. Et d'ailleurs, le roi âgé va rester proche de la princesse Palatine et va vouloir la princesse Palatine à Versailles auprès de lui. Voilà, il ne faut vraiment pas. Ce lien était extrêmement, extrêmement fort. Et puis, autre très joli tableau dans l'exposition, c'est un petit modello de la famille du grand dauphin. Le grand dauphin, c'est donc le fils du roi Louis XIV et de la reine Marie-Thérèse, le grand dauphin qui était donc le cousin du régent, si on peut dire, du duc de Chartres. Vous savez que le roi Louis XIV va connaître d'immenses drames dans sa vie, drames dont lesquels la princesse Palatine va être témoin et qu'elle va raconter dans ses lettres. Le roi Louis XIV n'avait qu'un fils, le grand dauphin que vous apercevez ici. Le grand dauphin lui-même a épousé Marie-Anne de Bavière, que vous voyez à ses côtés. Et Marie-Anne de Bavière va donner 3 enfants au grand dauphin, le duc de Bourgogne, l'aîné, le duc d'Anjou, le deuxième, et le duc de Berry, le troisième. Le roi Louis XIV pouvait donc avoir parfaitement le sentiment que sa descendance était tout à fait assurée. Or, le roi Louis XIV va mourir en 1715 et avant de mourir, il va voir mourir beaucoup de personnes de sa famille qui pouvaient prétendre au trône. Tout d'abord, c'est son fils, le grand dauphin, qui va mourir en 1711, ce qui va être un drame très profond pour le roi Louis XIV de la Grande Vérole. Et ensuite, son petit-fils, un an plus tard, en 1712, son petit-fils aîné, le duc de Bourgogne, lui-même va décéder. Alors là, lorsque ce modello est réalisé pour le grand tableau de la famille du grand dauphin, ce modello est réalisé en 1687, donc évidemment, le duc de Bourgogne est enfant, voilà, mais par la suite, le duc de Bourgogne lui-même se sera marié et il va avoir lui-même plusieurs enfants, dont un fils qui deviendra le futur roi Louis XV. Donc, il est quand même tout à fait étonnant de remarquer que le grand dauphin va donc mourir en 1711, le duc de Bourgogne va mourir en 1712, donc va succéder au roi Louis XV un arrière-petit-fils, l'enfant du duc de Bourgogne, et le duc de Berry lui-même va mourir, si ma mémoire est bonne, en 1714. Quant au duc d'Anjou, lui-même va devenir roi d'Espagne, donc bien évidemment ne peut devenir roi de France. Et donc, lorsque le roi meurt en 1715, toute la royauté repose sur les épaules du fils du duc de Bourgogne et donc de l'arrière-petit-fils qui est un petit garçon qui a tout juste l'âge de 5 ans. Et c'est pour cela que le duc d'Orléans va devenir régent pour assurer la régence jusqu'à ce que ce petit Louis XV arrive à cet âge de majorité qui était l'âge de 13 ans. Et vous avez ici un portrait juste à côté de Louis XV, donc de cet enfant, quelque temps avant son sacre, mais déjà représenté en tenue de sacre. La princesse Palatine était extrêmement attachée à cet enfant. Et lorsque le sacre a lieu à Reims en 1722, elle décide, alors qu'elle est bien âgée, rappelez-vous qu'elle est née en 1652, elle décide de se rendre au sacre, non seulement pour voir et accompagner ce futur roi, mais aussi parce que c'est pour elle l'opportunité de revoir sa fille, la duchesse de Lorraine, qui elle-même se déplace pour le sacre. Elle participe donc au sacre et lorsqu'elle revient, le sacre a lieu en octobre 1722, elle témoigne dans de très nombreuses lettres
d'une très, très grande fatigue. Elle dit combien elle a vieilli et elle n'est plus la jeune femme que vous avez découvert, que nous avons vue ensemble sur ces portraits de jeunesse, et elle est devenue ce que le peintre Hyacinthe Rigaud, et je finis mon propos sur ce tableau, ce que le peintre Hyacinthe Rigaud a réussi à capter par son pinceau tout à fait virtuose, sachant que le portrait dressé par le peintre Hyacinthe Rigaud en 1713, donc encore du temps du roi Louis XIV, le grand portrait de Hyacinthe Rigaud qui est conservé à Berlin, il est actuellement présenté dans toute sa splendeur à l'exposition Hyacinthe Rigaud à Versailles, qui j'espère va pouvoir ouvrir et que vous pourrez aller voir, comme on espère pour notre exposition sur la princesse Palatine. Nous avons donc une œuvre d'atelier, mais tout de même de qualité. La princesse Palatine appréciait énormément ce portrait. En fait, lorsqu'elle avait commandé à Hyacinthe Rigaud ce portrait d'elle en femme âgée, elle l'avait demandé pour son conseiller d'État qui s'appelait Nicolas-Joseph Foucault. Mais lorsqu'elle découvre le portrait qui a été réalisé, elle le trouve saisissant de réalisme et elle souhaite, et d'ailleurs le roi Louis XIV également est tout à fait impressionné par ce portrait, et le roi Louis XIV pousse beaucoup la princesse Palatine à conserver ce portrait et à en faire une copie pour Nicolas-Joseph Foucault. Et donc la princesse Palatine conserve le portrait, si on peut dire le premier portrait, le portrait original, qui reste dans la famille d'Orléans et qui est vendu simplement dans les années 2000 et acheté à ce moment-là par un musée de Berlin, le musée de l'histoire de Berlin, où il est conservé actuellement, mais pour le moment, il a la chance d'être à Versailles. Ce portrait, en fait, la princesse Palatine, ce qu'elle souhaitait, c'est que son portrait la représente telle qu'elle était. Et donc, ne pas cacher ses cheveux argentés, son embonpoint plus que volumineux. Elle disait qu'elle était carrée comme un dé. La fatigue et les rides, même si les traces de la petite vérole ont été fortement amoindries sur son visage. Mais également, vous pouvez voir toute l'importance de son rang, toujours ce manteau fleur-d'Élysée qui rappelle son rang de seconde dame du royaume, cette magnifique robe. Alors, si vous allez voir le portrait à l'exposition Rigaud à Versailles, vous verrez un travail sur la matière tout à fait virtuose, et ce voile noir qui est le voile de son veuvage. La princesse Palatine aimait donc beaucoup ce portrait, elle en avait fait faire de nombreuses répliques qu'elle envoyait à ses proches pour rester présente, puisque une manière de rester auprès de ses proches était non seulement de leur écrire, mais également de leur envoyer leurs portraits. Elle dit beaucoup de choses d'elle dans ses lettres et que je peux vous dire en regard de ce portrait. Elle dit « J'avais plus de beauté intérieure que de beauté extérieure ». Ça, elle écrit ça en 1698. Et puis en 1721, donc un an avant de mourir, elle va mourir le 8 décembre 1722, elle écrit encore « Ceux qui sont mes bons amis ne considéreront que mon esprit et non ma figure ». Et elle écrit aussi « Les portraits qui me sont le plus fidèles sont ceux qui me font le plus plaisir ». Voilà pour cette princesse Palatine, dernier portrait de notre princesse. Et nous présentons ici l'acte de décès de la princesse Palatine. Il est extrêmement intéressant de remarquer que cet acte de décès, il a été conservé, il est conservé dans les archives municipales de la ville de Saint-Cloud, puisque la princesse Palatine meurt au château de Saint-Cloud le 8 décembre 1722. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je m'excuse d'avoir été beaucoup plus longue que le temps que nous avions annoncé. Cette exposition est très, très riche et je suis vraiment à votre disposition si vous avez des questions. Je ne vois pas de questions. Je peux vous lire encore une dernière petite lettre pour terminer en se remettant sur le portrait, parce que vous avez bien compris que tout notre fil directeur, c'était les lettres de la princesse Palatine. Une dernière lettre écrite de Port-Royal
le 22 août 1698. Quand on est belle, cela ne dure guère. Un beau visage change bien vite, mais avoir bon cœur, voilà ce qu'il fait bon posséder en tout temps. Il faut que vous ayez perdu tout souvenir de moi pour que vous ne me rangez pas parmi les laides. Je l'ai toujours été et je le suis devenue davantage encore par la suite de la petite Vérole. De plus, ma taille est monstrueuse. Je suis carrée comme un dé. La peau est d'un rouge mélangé de jaune. Je commence à grisonner. J'ai les cheveux poivre et sel. Le front et le pourtour des yeux sont ridés. Le nez est de travers comme jadis, mais festonné par la petite Vérole, de même que les joues. Je les ai pendantes, de grandes mâchoires, les dents délabrées, la bouche aussi un peu changée, car elle est devenue plus grande et les rides sont au point. Voilà la belle figure que j'ai, chère à Mélise. Voilà. Donc, vous voyez qu'elle était sans concession pour certaines personnes de la cour, mais également pour elle-même. Ce que moi, je souhaiterais qu'on en retienne d'elle, c'est tout d'abord son bel esprit et ce merveilleux témoignage qu'elle nous a laissé par ses lettres. Et je dirais également que ce qui nous la rend extrêmement attachante, c'est sa franchise et sa droiture. Elle avait un immense sens de l'honneur et elle a su, dans une cour qui était fort attachée aux apparences, rester elle-même, sans doute une très grande qualité. Voilà. À bientôt, je l'espère de tout cœur, au musée des Avelines. Au revoir. Alors, je t'ai coupé. Est-ce que je peux parler encore? Je vois les questions et je remercie beaucoup Carole B qui dit qu'effectivement la princesse Palatine était la grand-mère de Marie-Antoinette. C'est extrêmement important. C'est également un rôle qu'elle a joué sans le savoir d'être la grand-mère de Marie-Antoinette. C'est tout à fait juste. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Un musée sans public, c'est un musée vraiment très triste. Et donc, on n'attend qu'une chose, c'est pouvoir vous accueillir. Je pense qu'on peut couper. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.